Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 7 de la série 5 des réseaux, où nous allons calculer l'intensité d'un courant, la différence de potentiel aux bornes d'un conducteur et la puissance dissipée. Mais avant de faire ça, il est bon de faire quelques rappels sur les réseaux. Donc je vais essayer de faire un petit résumé qui vous permettra de résoudre vos exercices. On commence notre vidéo avec quelques rappels d'électricité. Nous allons voir la tension électrique, le réseau électrique et les lois vérifiées par l'intensité et la tension. La tension électrique notée par la lettre U est une grandeur physique qui se mesure en volts. On peut la mesurer en utilisant un voltmètre et même la visualiser à l'aide d'un oscilloscope. La tension électrique est une différence de potentiel entre deux points. Comment la représenter? Nous avons deux cas. Le premier cas, c'est notre composant électrique et un dipôle passif, comme la résistance R, la bobine d'inductance L et le condensateur de capacité C. Le deuxième cas, c'est notre composant électrique et un dipôle actif, comme les sources de tension et de courant. Commençons par le premier cas, c'est-à-dire le cas des récepteurs. Considérons les points A et B placés de part et d'autre d'un dipôle passif. La tension UAB, elle est égale à la différence de potentiel entre les deux points, c'est-à-dire elle est égale au potentiel au point A moins le potentiel au point B, qui est égal à RI. Dans le cas où nous voulons calculer UBA, nous allons trouver moins RI. On représente la tension UAB par une flèche orientée de B vers A. Donc UAB elle est orientée de B vers A. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire le cas des générateurs, nous allons prendre l'exemple d'une source de tension idéale de force électromotrice E. On représente cette force électromotrice par une flèche orientée de A vers B, c'est-à-dire E elle est égale à VB moins VA. Elle est égale au potentiel au point B moins le potentiel au point A. Donc, dans le cas des récepteurs, les flèches du courant et de la tension sont en sens inverse. Et dans le cas des générateurs ou bien des dipôles actifs, les flèches du courant et de la tension sont dans le même sens. Un réseau électrique est constitué d'un ensemble de dipôles interconnectés. Il contient en général des générateurs, des récepteurs et des résistances. Il est formé de nœuds, de branches et de mailles. Un nœud est un point de connexion qui relie au moins trois dipôles. Un premier dipôle, un deuxième dipôle et un troisième dipôle. On peut même avoir un quatrième dipôle, un cinquième dipôle, etc. C'est-à-dire, لازم لنا au minimum 3 dipôles pour qu'on puisse appeler ce point-là par le point nœud. Sur cette figure, les points A et B sont des nœuds. Une branche est un ensemble de dipôles reliés par des fils de connexion. Voici un fil de connexion et disposés en série. C'est-à-dire ces trois dipôles sont traversés par le même courant I. C'est le cas par exemple de la branche AG1B ou la branche ARB ou la branche AG2B. Une maille est un ensemble de branches se refermant sur elles-mêmes, c'est-à-dire elles forment une boucle fermée. تجيك لنا حلقة مغلقة
Sur la même figure, on peut avoir 3 mailles. La petite maille de gauche, ABCA. Celle de droite, ADBA. On revient toujours au même point. Et la grande maille qui constitue le contour extérieur du circuit, c'est-à-dire la maille ADBCA. On passe maintenant aux lois vérifiées par l'intensité et la tension. Dans un circuit électrique, les dipôles peuvent être associés en série ou en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. Dans le premier exemple, les dipôles de ce circuit constituent une seule boucle, c'est-à-dire une seule maille. Il s'agit donc d'un circuit en série. Et chacun de ces 3 dipôles est alors traversé par la même intensité, c'est-à-dire I est égal à I1, est égal à I2, est égal à I3. Dans le deuxième exemple, les dipôles du circuit constituent plusieurs boucles. La première boucle, la deuxième boucle, la troisième boucle, la quatrième boucle, la cinquième boucle et la sixième boucle. Donc nous avons plusieurs possibilités. Il s'agit donc d'un circuit en dérivation, bien en parallèle. Dans ce cas-là, lorsque le courant I arrive à ce point-là, c'est-à-dire à ce nœud-là, il va se diviser en 3 courants, I1, I2 et I3. Et donc, on peut écrire que I est égal à I1 plus I2 plus I3. Cette loi est appelée par la loi des nœuds. On va la revoir après. On va réétudier le dernier circuit, mais cette fois-ci en termes de tension. Nous avons 3 branches parallèles, B1, B2, B3. Sachant que la tension mesurée aux bornes de chacune d'elles est respectivement U1, U2 et U3. Je vous rappelle que la tension U est égale à la différence de potentiel entre 2 points. Donc ça c'est le point A, B, C, D, E et F. Donc on peut dire que U1 est égal à VA moins VB. Et U2 est égal à VC moins VD. Et U3 est égal à VE moins VF. Sachant que VA est égal à VC est égal à VE. Et les points B, D et F sont au même potentiel. Donc on peut dire que U1 est égal à U2 est égal à U3. Maintenant, quelle est la tension dans un circuit en série? On prend l'exemple de la première branche. Ici, nous avons un ensemble de dipôles associés en série. Dipôle A, dipôle B et dipôle C. La tension mesurée aux bornes de chacun d'eux est respectivement UA, UB et UC. Ces 4 tensions, c'est-à-dire U1, UA, UB et UC, vérifient la relation suivante. U1 est égal à UA plus UB plus UC. Donc, en conclusion, la tension au bord d'un ensemble de dipôles branchés en série, c'est-à-dire U1, est égale à la somme des tensions au bord de chaque dipôle. U1 est égal à UA plus UB plus UC. On passe maintenant aux lois de Kirchhoff. Il en existe 2, celle relative aux nœuds et celle relative aux mailles. On commence par celle des nœuds, on vient de la voir dans la loi d'additivité des intensités. Alors cette loi stipule que la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités
des courants qui le quittent. C'est-à-dire, la somme des intensités entrantes est égale à la somme des intensités sortantes. Exemple, considérons un nœud A où passent des courants d'intensité I1, I2, I3, I4, I5 et I6. Les courants entrants sont I1 et I6, alors que les courants sortants sont I2, I3, I4 et I5. Donc on peut écrire que I1 plus I6 est égal à I2 plus I3 plus I4 plus I5. La deuxième loi de Kirchhoff, la loi des mailles. Cette loi dit que la somme algébrique des tensions rencontrées en parcourant une maille est nulle. Algébrique, c'est-à-dire on peut trouver des tensions positives comme on peut trouver des tensions négatives. Mais comment ça? On propose le réseau suivant qui contient 3 mailles. Une première maille, une deuxième maille et une troisième maille, c'est la grande maille qui constitue le contour extérieur du circuit. Prenons l'exemple de cette maille, c'est-à-dire la maille qui contient la résistance R1, la résistance R2 et le générateur G de force électromotrice E et de résistance interne petit r. Comment on écrit la loi de cette maille? On va suivre quelques étapes. Premièrement, on représente les tensions associées à chaque dipôle par des flèches, comme ça. Donc, U1 est la tension de la résistance R1, U2 est la tension de la résistance R2, E est la force électromotrice du générateur et UR est la tension de sa résistance interne petit r. Deuxièmement, on choisit arbitrairement un sens de parcours de la maille que l'on repère sur le schéma. Par exemple, le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Troisièmement, la tension est comptée positivement si elle est dans le sens de parcours de la maille. C'est le cas par exemple de U1, U2 et UR. Et elle est comptée négativement si elle est dans le sens contraire du parcours de la maille. C'est le cas par exemple de la force électromotrice E. Donc, c'est plus U1, plus U2, moins E et plus UR. Donc, on peut écrire que la somme algébrique de ces 4 tensions égale à 0, c'est-à-dire plus U1, plus U2, moins E, plus UR égale à 0. Ces 3 tensions, c'est-à-dire U1, U2, UR, sont de même sens que celui de la maille, ou bien de la boucle. Par contre, la force électromotrice E, elle est de sens opposé à celui de la maille. Et d'après la loi d'Ohm, on peut écrire que U1 est égal à R1 fois I1, U2 est égal à R2 fois I1 et UR est égal à R fois I. Donc, R1 fois I1 plus R2 fois I1 moins E plus R fois I égale à 0. On passe maintenant à l'exercice 7 de la série numéro 5. On considère le circuit électrique représenté sur la figure 1 ci-dessous. Première question, calculer les intensités des courants I1, I2 et I3 circulant respectivement dans les résistances R1, R2 et grand R. C'est-à-dire, R1 elle est traversée par le courant I1, R2 elle est traversée par le courant I2 et grand R elle est traversée par le courant I3. On voit bien que le sens des 3 courants n'est pas donné. Deuxièmement, la résistance grand R, c'est-à-dire celle-là, est en réalité constituée par l'association de résistances comme l'indique la figure 2. La question petit a, calculer la résistance R3. La question petit b, déterminer la puissance dissipée dans la résistance grand R3. On va passer maintenant à la solution de cet exercice.
Je relis la première question. Calculer les intensités des courants I1, I2 et I3 circulant respectivement dans les résistances R1, R2 et grand R. C'est-à-dire que le courant I1 passe dans la résistance R1, I2 passe dans R2 et I3 passe dans R. Mais avant de répondre à cette question, on doit d'abord choisir un sens arbitraire au courant, ce qui va nous permettre après de représenter les tensions en borne des résistances. Donc, I1 est orienté vers le point B, I2 est orienté vers le point F et I3 est orienté vers le haut. Si on trouve une intensité négative, c'est-à-dire que le courant passe en réalité dans l'autre sens. Notre dispositif contient donc trois inconnus, I1, I2 et I3. Trois équations suffiront donc pour déterminer ces trois courants. Notre réseau comporte deux nœuds, A et B. Il n'y a donc qu'une équation de nœuds, et comme il contient trois mailles dont deux mailles qui sont indépendantes, la deuxième loi de Kirchhoff nous fournira les deux équations qui restent. Appliquons la loi des nœuds au point A. Les courants entrants sont I2 et I3, alors que les courants sortants, il n'y a qu'un seul courant qui est le courant I1. Donc on peut écrire que I2 plus I3, I2 plus I3 est égal à I1. L'application de cette loi en B donnerait la même équation. Il y a un seul courant entrant qui est le courant I1. Les courants sortants sont I2 et I3. Donc, I1 est égal à I2 plus I3. En ce qui concerne la loi des mailles, nous allons choisir deux mailles indépendantes qui sont la première maille, la maille A, C, B, A. La deuxième maille, c'est la maille A, D, F, B, C, A. Commençons par la première, la maille ACBA. Tout d'abord, nous allons représenter les flèches tension de chaque dipôle, comme ça. Ici, nous avons deux dipôles passifs, R1 et grand R, et un dipôle actif, la force électromotrice du générateur E1. Comme on l'avait vu, les deux tensions des deux dipôles passifs sont de sens opposé avec le courant qui les traverse. Quant à la force électromotrice, elle a le même sens que celui du courant. Maintenant, pour pouvoir appliquer cette loi, c'est-à-dire la somme algébrique des tensions égale à 0, nous devons choisir un sens de parcours de manière tout à fait arbitraire. Par exemple, nous allons choisir le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Après avoir fait ça, on va compter positivement les tensions qui sont orientées dans le sens du parcours. Et on va compter négativement celles qui sont dirigées en sens contraire. Donc, on affecte d'un signe positif la force électromotrice E1 et on affecte d'un signe négatif les tensions UR1 et UR. Donc, on peut écrire que moins UR1 plus E1 moins UR1 égale à 0. Sachant que UR1 est égal à R1 fois I1 et UR est égal à R fois I3. Réarrangeons cette équation, nous obtenons R1 I1
plus grand R I3 est égal à E1. La deuxième maille, la maille AD FBCA. On va procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire on représente d'abord les flèches tension. Ensuite, on choisit un sens de parcours de la maille. Nous allons choisir le sens des aiguilles d'une montre. On affecte d'un signe positif les tensions U grand R1, U R2 et U R1. Et d'un signe négatif les forces électromotrices E1 et E2. Donc, on peut écrire que U grand R1 plus UR2 moins E2 moins E1 plus UR1 égale à 0, sachant que UR1 est égal à grand R1 fois I2. C'est le même courant qui passe dans cette branche. Et UR2 est égal à R2 fois I2. UR1 est égal à R1 fois I1. Regroupant les termes qui ont le même courant, nous obtenons R1 fois I1 plus R1 plus R2 fois I2 est égal à E2 plus E1. Donc, notre système d'équations à 3 inconnus est le suivant. Remplaçons I1 par son expression dans les deux équations, l'équation 2 et l'équation 3, on trouve un système d'équations à deux inconnus, I2 et I3. Remplaçant par les valeurs numériques, on trouve le système d'équations suivant. Pour résoudre ce système d'équations à deux inconnus, I2 et I3, on peut utiliser soit la méthode des combinaisons, ou celle de la substitution, ou celle de Cramer. Utilisons la dernière méthode. Donc, le système d'équations a un couple solution si et seulement si son déterminant est non nul. Donc, on va calculer le déterminant de ce système comme suit. Le déterminant de ce système est constitué de deux colonnes. La première colonne représente les coefficients de la première coordonnée, c'est-à-dire les coefficients de I2, 2, 14. La deuxième colonne représente les coefficients de la deuxième coordonnée, I3, c'est-à-dire 7 et 2. Le calcul de ce déterminant donne 4 moins 98 et ça est différent de 0. Dans ce cas-là, les formules de Cramer pour ce système donnent l'expression des solutions en fonction des coefficients du système comme suit. Pour le numérateur de I2, on remplace la première colonne par le second membre, c'est-à-dire par 12, 18. Et on garde toujours les coefficients de I3, 7 et 2. Pour la deuxième coordonnée, c'est-à-dire pour I3, on remplace la seconde colonne par le second membre, 12, 18. On trouve 1,085 ampères pour I2 et 1,404 ampères pour I3. Et comme I1 égale à I2 plus I3, on trouve 2,89 ampères. La question 2a. La résistance grand R est en réalité constituée par l'association de résistances comme l'indique la figure. La question est de calculer R3. Ça veut dire quoi cette question? Donc, on connaît la résistance équivalente à cette association de résistance. Donc, la résistance équivalente
c'est grand R ou bien c'est RAB. Donc on peut écrire que RAB, parce qu'elle est entre deux points, A et B, qui est la résistance grand R, d'après l'énoncé de l'exercice, elle vaut 5 ohms. On connaît aussi les résistances R2, R4 et R5. Et on nous demande de calculer la résistance grand R3. Donc, on va essayer de simplifier ce montage de manière à l'écrire en fonction de R3. Donc, on va essayer d'avoir l'expression théorique de R, mais en fonction de R3. Donc, on calcule tout d'abord la résistance équivalente du système R4, R5 qui sont en parallèle. Soit R45 égale à R4 fois R5 sur R4 plus R5. R45 égale à 2 ohms. Donc on peut remplacer ces deux résistances par une seule résistance R45 qui vaut 2 ohms, comme l'indique la figure suivante. Donc ça, c'est la résistance équivalente à R4, R5 en parallèle. Après, on calcule la résistance équivalente à R3 et R45 en série. Ça veut dire que la résistance équivalente à ce système-là, c'est la somme des deux résistances, donc c'est R3 plus 2 ohms. Donc je remplace ces deux résistances par une seule résistance de valeur R3 plus 2 ohms. Et enfin, on calcule la résistance équivalente à R2 qui vaut 10 ohms et R3 plus 2 en parallèle qui est égal à RAB bien AR. Donc, la résistance équivalente, elle est égale à R2 fois R3 plus 2 sur R2 plus R3 plus 2. On trouve, donc R2 c'est 10, 10 fois R3 plus 2 sur 10 plus R3 plus 2. Donc 10 plus 2 ça fait 12, donc 12 plus R3. Donc sachant que grand R égale à 5 ohms, on peut déduire R3. R3 égale à 8 ohms. La dernière question, partie B. Déterminer la puissance dissipée dans la résistance R3. استطاعة ضائعة. D'après la loi de Joule, la puissance dissipée dans une résistance est égale à la valeur de cette résistance fois le carré de l'intensité du courant qui la traverse. يعني لازم نحوسو على le courant qui va traverser R3 pour pouvoir calculer cette puissance dissipée. D'un côté, on sait bien que la résistance R est parcourue par le courant I3. D'un autre côté, la résistance R est constituée par une association de résistances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant I3, lorsqu'il arrive à ce point-là, il va se partager entre cette branche et cette branche. Donc, le courant qui va passer dans R2, on va l'appeler par IR2, et le courant qui va passer dans R3, ça c'est le même courant, parce qu'elles sont en série, donc c'est le courant IR3. La puissance dissipée, dans ce cas-là, elle est égale à R3 fois IR3 au carré.
Mais on ne connaît pas la valeur de IR3, mais on peut la déduire à partir de la loi des nœuds. La loi des nœuds dit que la somme des intensités entrantes est égale à la somme des intensités sortantes. Donc I3 est égal à IR2 plus IR3. Donc IR3 est égal à I3 moins IR2. Il suffit d'avoir IR2 pour pouvoir calculer IR3 et donc la puissance dissipée PJ. Pour IR2, on peut l'avoir à partir de la différence de potentiel au borne de la résistance R2. Cette DDP, qu'on va appeler par UR2 ou bien par UBA, elle est égale à quoi? Elle est égale à VB, à la différence de potentiel entre les points BA, VB moins VA, qui est égale à R2, c'est la loi d'Ohm, fois IR2. Donc c'est R2 fois IR2. Donc IR2 est égal VB moins VA sur R2. IR2 est égal à VB moins VA sur R2. VB moins VA, on peut le calculer à partir de la différence de potentiel au borne de la résistance R. Donc VB moins VA est égal à R fois I3. Donc on remplace l'expression de VB moins VA par RI3 et on trouve IR2 égale à RI3 sur R2. On revient à l'expression de IR3. IR3 égale à I3 moins IR2 qui est égal à RI3 sur R2. I3 facteur commun, donc c'est I3 fois 1 moins R sur R2. Donc on va pouvoir écrire que la puissance dissipée dans R3, qui est égale à R3 fois IR3 au carré, elle est égale à R3, I3 au carré fois 1 moins R sur R2 au carré, équivaut 3,92 watts.